Bienvenue sur Kill Reel. Aujourd'hui, on va vous parler du dernier film de Fede Alvarez, Don't Breathe. Don't Breathe, c'est l'histoire de trois jeunes qui, dans le but de quitter la pauvreté de la ville de Détroit, décident de faire des cambriolages. Et lorsqu'ils apprennent qu'un vétéran du Vietnam, aveugle, important de le mentionner, garde chez lui une grande somme qui leur permettrait justement de déménager pour la Californie, ils décident de le cambrioler, mais évidemment, tout ne se passera pas comme prévu. Certain. Sinon, il n'y aurait pas de film. Bon, alors nous, on l'a vu donc cette année à Fantasia, comme on l'a précisé dans notre dernière vidéo. C'était le film de clôture et donc c'était quand même une projection assez le fun parce que le public était très réceptif et en plus de ça, on avait comme toute cette excitation de Fantasia, c'est fini, il faut qu'on se lâche une dernière fois. Donc c'était quand même toute une expérience. Oui. Puis en plus, le réalisateur était là. Le réalisateur, Fede Alvarez, était là, ouais. Puis d'ailleurs, c'est important, je pense, de mentionner que Fede Alvarez, on le rappelle, est le réalisateur du remake Devil Dead, qui était déjà produit par Raimi. Raimi reproduit de nouveau Don't Breathe. Et en plus de ça, on a un peu le personnage principal qui revient, mais c'est la même actrice, Jane Levi. Donc qui est de retour sur le nouveau film de Fede Alvarez. Donc on a une équipe gagnante déjà à la production. Puis nous, en fait, on le sait que chacun, on a adoré le remake de Evil Dead. Ouais. Donc, nos attentes étaient très hautes. Très hautes. On avait très hâte de voir le prochain bébé de Alvarez. Ouais. On vous prévient tout de suite, il y aura des spoilers dans cette vidéo, mais on vous préviendra quand ceci arrivera. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même regarder le début en tout cas. Ouais. On peut commencer avec notre avis général sur le film. Ouais, notre avis général, c'est... C'est incroyable, c'est vraiment très bon comme film. Non, c'est... Holy shit. Bah, c'était notre film préféré à Fantasia. Facilement. Ça a été... À la date, c'est mon film préféré de l'année, là. Ouais, c'est juste... Sans doute. C'est incroyable. C'est tellement un thriller qui est original et captivant au plus haut point. Alvarez est à ça d'être un génie, je pense. Mais c'est pas juste un thriller, et c'est ça qui est, je pense, la meilleure chose de ce film, c'est que c'est un film qui joue très très bien sur le thriller et sur l'horreur. Habituellement, on a souvent quand même des films qui sont un film d'horreur qui utilise des éléments de thriller ou l'inverse. Ici, c'est un mélange parfait des deux. Vraiment parfait. Et on ne peut plus satisfaisant. Oui, clairement, c'est très jouissif comme film. Moi, j'avais eu l'impression, je t'ai mentionné tout à l'heure, que c'était un peu pour moi Panic Room, mais en brutal as fuck. C'est pas pour les faibles de cœur, il y a quand même beaucoup de rebondissements. Ça se baigne pas dans le gore comme l'était le remake de Evil Dead. Mais je pense justement que c'est ça le but d'Alvarez, c'était un peu de répondre aux détracteurs de Evil Dead qui disaient évidemment, tu mets du sang partout, c'est sûr que ça va faire peur. Puis lui, il dit, là, on va faire un film qui a aucun lien avec le gore direct. On va y aller avec le suspense pur, puis ça marche à fond. Là. Les gens, on a déjà vu des critiques qui comparent ça à du Hitchcock, quasiment. Ah oui? Oui. Ça, j'ai pas vu. Hitchcock sur le crack. Hitchcock sur le crack. Excellent. Le film joue beaucoup plus sur la tension et définitivement. Et puis on arrive donc je pense à notre premier point dans cette discussion qui est certainement la mise en scène qui est géniale. Incroyable. Dans la toute première vidéo quand on vous parlait de The Conjuring 2, le point fort de The Conjuring 2 c'était la mise en scène. Et c'est un peu pareil chez Alvarez dans Don't Breathe, mais d'une autre manière, puisque The Conjuring 2 c'était une mise en scène qui était centrée uniquement sur l'horreur, c'était de l'horreur pure. Ici, Alvarez utilise comme vraiment tous les codes et les tropes du thriller avant tout pour venir chercher l'horreur en fait. Je trouve la première chose qui me venait en tête quand je voyais ce film-là, c'était à quel point ça semble millimétré. Oui. Tout semble totalement calculé, vraiment au centimètre près. Comme il y a beaucoup de plans sur les pieds des personnages. Comme on voit justement où est-ce qu'ils naviguent dans la maison et tout ça. Puis je trouve qu'il y a juste un énorme travail sur la tension. Parce qu'en plus, c'est important de mentionner que la mise en scène est directement en lien avec le fait que le méchant
et aveugle. Donc, le travail sur les sens est vraiment important. Puis ici, je trouve que c'est totalement maîtrisé. Ouais, vraiment, vraiment. Dès qu'on entend un mini-son, on a un petit peu peur, puis ça crée une tension. Puis justement, Alvarez, il réussit à la garder, puis il tient le spectateur vraiment par la gorge quasiment. Là. Ouais. On a tout le temps peur que ça shit break loose. C'est important de mentionner que Don't Breathe a été tourné en studio. Oui. Comme la maison a tout été reconstituée en studio. Ben, l'intérieur du moins, pas l'extérieur. Mais puis ça, j'ai vu justement des trucs de behind the scenes, puis on voyait qu'il y avait beaucoup de storyboards. Donc tout était vraiment planifié. Il y avait peu de choses qui étaient laissées au hasard, puis ça se ressent. Ouais, ça se ressent beaucoup. C'est vraiment, c'est quasiment de la science. Là. La façon qu'il cultive le suspense puis la tension, c'est quasiment mathématique. Mais là, on vous parle genre beaucoup de l'aspect thriller du film, mais il y a de l'horreur, bien entendu. Sinon, on vous en parlerait pas sur Kill Reel. On peut préciser que l'horreur est quand même ponctuelle dans la première partie du film. Comme on vous disait, ça commence vraiment comme un thriller. Les jeunes s'introduisent dans la maison, ils ne doivent pas faire de bruit. Puis boum, le vieux monsieur se réveille. Et c'est là qu'on vous dit que l'horreur est ponctuelle. C'est-à-dire que quand lui, il apparaît, on l'a pas entendu arriver, il est là. Puis on peut dire facilement que vers la moitié du film, ou le troisième acte à peu près, là, ça tombe vraiment dans l'horreur, même action parfois. Oui. Pour ce qui est du scénario, celui-ci est quand même assez simple à la base. Oui, on peut vraiment résumer l'action en 2, 3, 4 points. Et comme on l'a fait au début, ça se résume assez rapidement. Mais ce qui est important, c'est la prémisse, qui est vraiment très, très, très prometteuse. Mais par contre, des fois, les films à prémisse ou à concept s'épuisent très rapidement, comme Lights Out. Je te parle à toi. Mais ici, c'est vraiment pas le cas. Alvarez arrive tout le temps à nous surprendre. Oui. On pense qu'on a vu le bout de son concept, puis finalement, nope. Ben, c'est parce qu'il arrive très bien à te mettre à l'aise à un moment donné. Tu penses savoir où le film s'en va, où toi tu t'en vas, puis il te donne une claque, puis il te dit non, maintenant c'est là qu'il faut que tu regardes. Puis le film, comme tu disais, change d'objectif au cours de l'action. Ouais. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est impossible qu'on devine au fur et à mesure ce qui va se passer. On pense qu'on sait, mais on le sait pas. Mais c'est ça qui est cool. Ouais, c'est parce que Alvarez a su, probablement dès le scénario, et puis grâce à la mise en scène, dévoiler petit à petit ce qui se passe réellement dans cette maison. Et puis ça te laisse donc constamment tout au long du film avec des nouvelles surprises. Et puis aussi, il sait très bien employer ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. Oui. Est-ce que tu voudrais expliquer à nos bien sûr, ce que c'est? Pour ceux qui sont pas trop courants avec le fusil de Tchekhov, c'est l'idée dans laquelle, lorsque tu mets un objet ou que tu filmes un objet, tu dois le réutiliser plus tard. Et ici, dans Don't Breathe, il fait ça à la pelle. Je pense que les 5 premières minutes dans la maison... c'est juste 15 fusils de Tchekhov. Il ne fait que nous mettre plein d'éléments qu'on sait qui vont revenir plus tard. Puis il y en a qu'on ne sait pas qui vont revenir plus tard, mais c'est assez subtil. Et justement, c'est vraiment bien amené. Puis ça fait justement qu'à chaque fois qu'on revoit ces éléments-là plus tard dans le film, eh bien, on a une espèce de satisfaction personnelle. Il y a quand même 2 sortes de fusils de Tchekhov. Il y a celui qu'on te montre, puis on espère que le spectateur va l'oublier pour, boum, sortir en surprise. Sauf qu'il y en a on espère qu'il va s'en souvenir, justement. Quand l'objet est finalement utilisé, ça explose et t'es vraiment... Comme le spectateur... C'est très participatif. C'est très heureux de voir finalement cet objet utilisé. On dit donc que les 15 premières minutes sont vraiment très bien utilisées par Alvarez pour préparer un peu le spectateur à ce qui s'ensuit grâce à les 10 fusils de Tchekhov, mais aussi grâce à un plan séquence assez malade. Incroyable. Je me souviens, comme quand on le voyait dans la projection, on n'arrêtait pas de se regarder, on disait comme hey, le plan n'arrête pas. C'est un plan séquence qui présente en fait tous les lieux de la maison et c'est qu'une fois que les jeunes rentrent dans la maison, ils se mettent à explorer l'environnement, puis on les accompagne à travers ça, puis on visite la maison en même temps qu'eux. Ouais, on a une caméra qui recule, qui recule, puis qui monte et qui traverse l'étage, puis qui réavance, et puis donc on repère tous les lieux. C'est ça je pense qui est hyper efficace, parce que dès les 5 premières minutes à l'intérieur de la maison, on sait comment elle est faite. Sauf le sous-sol, évidemment, parce que ça, c'est justement l'effet de surprise qui est intéressant. Mais justement, comme quand le suspense commence à se créer,
le spectateur est quand même assez familier avec la maison. Il sait justement quels possibles échappatoires. Ouais, quelles sont les issues et quelles sont les issues bloquées. Ouais, exact. Et donc voilà, ce plan séquence traduit quand même une certaine orientation de la direction de la photographie qui rappelle quand même la maîtrise qu'il y avait déjà dans le remake d'Evil Dead. Ouais, définitivement. Notamment à travers ces mouvements de caméra complètement malades. Mais moi, je trouve aussi que c'est une caméra qui est très, très, très sensorielle. Oui. Tu sais, on va se concentrer sur parfois des micro-détails, comme on va voir juste la caméra va descendre pour voir ce qu'un personnage a dans une main. Puis en parlant de caméra sensorielle, il faut absolument qu'on parle du plan dans le noir. Ben, la séquence dans le noir. Les personnages se retrouvent donc plongés dans une sorte de labyrinthe d'étagères et d'un seul coup, c'est un parti pris. Oui. Il n'y a plus de couleur, on passe en night shot. Et parce que l'aveugle décide. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Now you're gonna see what I see. Puis il ferme les lumières. Puis ils sont plongés dans les ténèbres. Et puis, donc, ils avancent à travers un dédale que l'aveugle connaît vraiment par cœur. Puis lui, on le voit justement marcher, même courir dans ce labyrinthe. Puis ça rappelle touche vraiment tout partout parce que lui connaît son environnement. Puis on voit aussi son background militaire. Là. La façon qu'il bouge, c'est vraiment très... on dirait qu'il se promène dans des tranchées quasiment. Là. Ah ouais, on a l'impression d'être dans Predator. Ouais. Non, cette séquence-là était complètement folle. Ah, c'était jouissif. Elle est dans la bande-annonce, puis dès que j'ai vu, j'ai fait cette scène-là va être incroyable. Et effectivement, elle est incroyable. C'est assez... c'est fou, complètement fou. On peut préciser d'ailleurs que... elle n'a pas été tournée dans le noir complet puisqu'il fallait que le caméraman sache où il fout les pieds. Mais les acteurs étaient munis de lentilles de contact occultantes. Donc les acteurs ne voyaient rien du tout. C'était assez dangereux comme scène, puis mais par contre le résultat est là. C'est... Ah oui, on se sent à la place des personnages. Ouais, on voit qu'ils ne voient rien. Ouais. C'est vraiment c'est ça fascinant. Qui est difficile avec le médium du cinéma, je pense. C'est quelque chose que la littérature est assez facile, c'est de faire ressentir les sens. Mais le cinéma, c'est justement quelque chose de hyper compliqué. Mais là, c'est vraiment réussi. Oui, vraiment. On peut parler de la musique aussi. Oui. De la musique / design sonore. Parce que c'est ça que j'avais entendu dire, que la musique de Don't Breathe, en fait, a été composée, a été faite en collaboration avec un homme qui fabrique ses propres instruments. Donc, ça crée des sons assez industriels, étranges. Un des partis pris de l'équipe de Don't Breathe, c'était de faire en sorte que la musique et le son se rencontrent et se mélangent, en fait. Et le but, c'était justement que ce soit une musique quasi invisible, puis que les sons semblent provenir de la maison, en fait. Un bruit dans les tuyaux, dans la tuyauterie, comme ça arrive, le craquement se transforme petit à petit pour devenir la musique. C'est ça moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis c'est drôle que on s'en souvient presque pas de la musique dans Don't Breathe après le film. On pourrait pas, mettons... Tant elle est subtile. C'est ça, elle est tellement subtile qu'on pourrait pas justement chanter le thème. Non, c'est ça. C'est assez impossible, parce que c'est une musique qui se veut invisible, puis je pense que c'est à l'avantage du suspense, justement, de rester dans la scène, puis ne pas sortir du moment. On vous parle beaucoup de mécanismes cinématographiques, mais non, il faut qu'on parle d'horreur pure. Et l'horreur dans Don't Breathe, c'est le vieux monsieur. Le méchant, comme on dirait au Québec. Il est tellement badass. Il fait vraiment peur. Oh oui, il est terrible, il est incroyable. C'est un des meilleurs méchants de cinéma d'horreur ever. Oh oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu un bad guy qui m'a fait faire dans mon froc à ce point-là. Oui. Il est interprété par Stephen Lang, si je me trompe pas. Si c'est pas ça son nom, on va mettre une petite modification ici. Mais important de mentionner que joué dans Avatar, il fait justement un général militaire assez autoritaire et tout ça. Ah, c'est le méchant à la fin, là? Ah, c'est puis, lui? Oui. Puis il reprend son rôle. Il reprend pas son rôle, mais bref. C'est un personnage qui est très similaire, qui a un côté très instinctif. Mais il me semblait que justement Alvarez disait que c'était un acteur qui avait joué plusieurs fois des rôles de militaire. De militaire, puis ça se ressent, là. Il dégage ça, puis... Ici, il le connaît son rôle. Oui, totalement. Ce qui le caractérise, en fait, c'est surtout que c'est un personnage qui est extrêmement imprévisible. Ouais. La perception que le spectateur a de lui, en fait, change énormément. Là. Au début, on a quasiment pitié de lui, vu qu'on se dit « Ah non, pauvre vieillard, il va se faire voler. »
Puis là, après ça, on commence à avoir peur, puis nos émotions face à lui changent du début jusqu'à la fin. Si on veut continuer à parler de ce vieux monsieur-là, il faut qu'on spoil. Ouais. On s'excuse, mais on va rentrer dans une zone spoiler. Donc, sorry. Mais quand vous aurez vu le film, revenez pour discuter avec nous de ce méchant-là. Donc, pourquoi est-ce qu'il est si badass? Pourquoi est-ce qu'il fait si peur? Et pourquoi est-ce qu'on l'aime tellement? Mais surtout, pourquoi est-ce que d'un seul coup on revient sur ce qu'on a dit? Mais parce que il séquestre une fille! Il séquestre une fille depuis le début. Et fuck shit, holy fuck shit. Il y a une fille qui est comme attachée à une laisse, à une corde, dans une sorte de chambre, de coussin. De coussin et de matelas pour qu'on n'entende pas ses hurlements. Elle est bâillonnée. En fait, ce qu'on apprend, c'est que la fille qui est séquestrée est en fait une jeune femme qui a disparu et qui avait tué la fille. Qui avait renversé en voiture. Elle a renversé en voiture la gamine de ce vieillard-là. C'est pas pour la punir qu'il la séquestre. C'est pour l'inséminer. Il décide que c'est bien normal qu'elle lui donne un nouvel enfant. Ben oui, elle lui a enlevé le sien, mais là... Mais ce qui est assez incroyable, et puis c'est pour ça qu'on est dans cette zone spoiler, c'est quand même que cette fille-là finit par mourir. Puis il décide de séquestrer finalement la fille qui s'est introduite chez lui, une des cambrioleuses. Et puis il décide de la séquestrer, puis il dit, bon ben, l'autre est morte. C'est à ton tour. C'est à son tour. Puis il dit, mais je suis pas fou comme ça. Je suis pas un violeur. Je suis pas un violeur. Non. Et là, il sort de son frigo un bocal de semences humaines. Sa semence. Puis avec une poire là qu'on utilise pour arroser la turkey à Thanksgiving. Il arrive avec le sperme du monsieur pour la lui insérer. Oui. Joie. C'est là que ce personnage devient absolument ignoble, mais tellement cool. Puis je pense que on avait eu tellement de surprises jusqu'à ce moment-là, mais là c'est la surprise que moi j'ai faite impossible qu'on ait jusque là. C'est la poire sur le sundae. Ouais. c'est là, je reviens à quelque chose qu'on a dit en tout début de vidéo. Sam Raimi était là. Puis moi j'ai vu cette scène-là et puis ça m'a absolument ramené en un instant à son film Drag Me to Hell. Il y avait vraiment cet esprit Raimi, je trouve, dans cette scène-là. Mais pas vraiment dans cette scène-là, plus dans une autre. Donc j'imagine que vous avez vu le film si vous êtes à ce moment-là de la vidéo. Mais la poire qui se retrouve dans la gorge du psychopathe, ça pour moi c'était du Sam Raimi tout très glorieux. C'est peut-être pas une idée de Raimi, mais en tout cas, on sait que Alvarez et Raimi se sont très bien trouvés. C'est évident. Puis à ce moment-là, je pense que je me souviens très bien que la salle a littéralement explosé. On a comme fait... C'est génial! Donc c'est ça, Don't Breathe était absolument époustouflant. Je suis ressorti de cette projection-là totalement... J'étais épuisé, j'étais essoufflé. On n'a aucune seconde de répit dans ce film, tant la tension est gérée comme il faut. Comme ça, là. Donc, si vous n'avez pas vu le film encore, il faut absolument le voir. C'est clairement une de nos plus grosses recommandations de 2016. Sans hésitation. Il sort le 26 août, si je ne me trompe pas, Le 26 août, donc, allez le voir. Jetez-vous dessus. C'est vraiment un bon... Et puis, vous pouvez vraiment y aller avec une bande de bros et de... ramenez tous vos amis. Parce que c'est... Votre père, votre grand-mère, tout le monde. C'est pour la famille. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent on a toujours un ami là qui aime pas les films d'horreur. J'aime pas ça. Vous pouvez l'emmener là-dedans parce que c'est à la fois un très bon thriller et puis vous n'allez pas en sortir comme tout tremblant. Non, c'est vraiment juste une partie de plaisir, mais assez malsaine. Ah ouais, c'est le fun. C'est vraiment ramenez comme votre popcorn le plus gras avec ça. Parce que l'humour présent dans le film est très gras aussi. Oui, exact. On a tellement aimé ce film, combien est-ce qu'on lui donne? Ben moi, j'hésite pas. Je donne un 9.5. Je vais avec un 9.5 aussi. C'est incroyable. 9.5. 9.5. C'est une méchante grosse note. Ouais, c'est un 19 sur 20 ça. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur Don't Breathe.
N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé ça. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. On a vraiment envie de savoir si vous avez aimé ce film-là. Si allez le voir. Oui, allez le voir. Et puis venez nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur Facebook. C'est là-dessus qu'on pitch un peu comme toutes les nouvelles et puis les vidéos à venir, tout ça. Et puis surtout, abonnez-vous. Oui. Abonnez-vous à notre chaîne. Et partagez. Puis, partagez la chaîne, partagez la vidéo parce que plus on a de viewers, plus on est content. Et plus on a de plaisir à discuter de notre passion. Oui. Qui est l'horreur. Ben oui. On raccroche. On raccroche.